Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Ludologues, troisième épisode. Nous sommes ensemble pour 1 heure, on espère, peut-être un peu plus. C'est l'objectif en tout cas, salut à tous. Donc salut, je suis avec Aurélien, bonjour Aurélien. Bonjour Julien, j'espère que vous allez bien. Effectivement, comme tu dis, c'est le troisième épisode, jamais 203, puis on espère bien aller plus loin. Les Ludologues, c'est l'émission qui décortique l'histoire des jeux de société. L'idée c'est de partir d'un jeu ultra connu. Pour voir d'où il vient, comment il fonctionne, et puis également voir sa trace dans la pop culture, dans les sorties ludiques des dernières années également. On vous présentera quelques jeux qui peuvent s'inspirer de certaines mécaniques. Et ensuite, on reviendra sur pourquoi ça marche au niveau psychologique, ce jeu. On a une adresse mail maintenant. Oui, merci à tous pour les retours que vous avez pu nous faire sur les 2 premiers. C'était vraiment très précieux dans la préparation de ce 3e numéro. Pour nous contacter, vous pouvez soit nous laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute, soit nous contacter directement par mail, podcast.ludologue au pluriel, donc podcast.ludologue@gmail.com. Et aujourd'hui, question de dés. Oui, on va vous parler des dés. Il est où ce dé? Et voilà, des dés qui va nous accompagner toute l'émission. Aujourd'hui, du Yams. Au château de Bourgogne. Et on commence tout de suite à vous expliquer ce que c'est que le Yams avec la rubrique C'est quoi ce truc? Enfin, on va essayer, hein. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Lancez les dés pour déplacer votre pion. Ah, c'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovalium. C'est pas simple, mais j'ai compris. Le Yams. Démarrons dès maintenant avec une description au débeauté du Yams ou du Yahtzee. On verra pourquoi il y a une différence entre les deux. Déjà, il vous faut dénicher 5 dés, un papier et un crayon. Pas besoin de cailloux, de ciseaux, c'est pas du tout ce genre de jeu que nous allons jouer. Jusqu'ici, pas besoin de faire un Kickstarter, le matériel est assez léger. Et sans trop rentrer dans les détails, le but du jeu est de réaliser des combinaisons de dés, chaque joueur jouant pour lui-même. Alors, comment procéder? À mon tour de jeu, pour réaliser une combinaison, je dispose de 3 lancers. Dans tous les cas, après chaque lancer, je dois regarder le résultat, puis prendre une décision. Se hasarder à relancer, c'est-à-dire céder au désir de chiader son résultat, ou se départir et valider une combinaison. Par exemple, si lors de mon premier lancer, j'obtiens 2 6, je peux alors décider de les conserver, je les remise par devers moi, puis de relancer les autres dés pour tenter d'obtenir des 6 supplémentaires. Si je réussis une ou plusieurs combinaisons, je marque des points, alors qui dépendent soit de la combinaison choisie, soit de la somme des dés. Par exemple, si j'arrive à obtenir 5 fois la même valeur, ça Yams, et boum, c'est 50 points. C'est ça, on a en fait une feuille en plus des dés qui nous permet de noter. Donc il y a des trucs qui sont au forfait, donc Yams 5 dés identiques, c'est 50 points. En revanche, si je fais un brelan, c'est-à-dire 3 dés identiques, je vais marquer la somme des dés, donc c'est mieux de faire un brelan avec des 6. Globalement, au Yams, c'est plutôt intéressant de faire des 6. Ouais, les 6 sont globalement plus intéressants que les autres scores, puisque la plupart des combinaisons dépendent de la valeur des dés. Et comme je le disais, je ne suis pas obligé de relancer les 3 fois. C'est-à-dire je peux me dérober et conserver le résultat de mon lancer. Par exemple, si au premier lancer, je fais directement 5-6, je peux solder mon résultat et valider une belle combinaison. Ah oui, il y a vraiment des prises de décision. Alors, quelques exemples de combinaisons possibles. Il y a le brelan, c'est avoir 3 dés identiques. Le carré, c'est en avoir 4. Le full, c'est 3 dés identiques plus 2 identiques. Là, c'est forfait, c'est 25 points. Une petite ou une grande suite, donc des dés qui se suivent. Un Yams, 5 dés identiques, c'est forfait, 50 points. La somme des dés d'une valeur, ça, c'est un peu le joker, on va dire. Quand il n'y a pas vraiment de combinaison qui sort, je peux quand même conserver. Oui, parce que je crois que si on a vraiment fait un jet pourri, on est parfois contraint de devoir barrer. Dans tous les cas, il faut choisir une combinaison, quitte à faire 0. Quitte à faire 0 ou dire on condamne le full, par exemple, ou on condamne le Yams, je le ferai pas, on le barre, et même si on le fait plus tard, c'est tant pis. C'est moche, mais c'est la vie. Et le plus grand nombre de dés d'une valeur donnée, donc de 1 à 6. Si aucune combinaison valide n'apparaît au bout du 3e lancer, c'est la détresse. Il ne faut pas se laisser déstabiliser et décider d'éliminer sans défaillir une combinaison. Je sais, c'est décevant. La fin de partie est déclenchée lorsque toutes les combinaisons sont cochées. Donc forcément, on sait combien de tours on va jouer à l'avance, puisque le nombre de combinaisons est défini à l'avance. Donc le Yams est donc un jeu idéal pour se détendre après un délicieux déjeuner en décembre, par exemple. Tout à fait. Enfin, après cette débauche d'explications, je ne résiste pas au désir de citer Eric Cantona dans le film Looking for Eric de Ken Loach, sorti en 2006. Je vais essayer de le faire avec la voix de Cantona. Celui qui a peur de lancer les dés ne fera jamais de 6. C'est un film qui demande à être vu. Oui, ça a l'air cool. C'est un mec au chômage. Il est fan d'Eric Cantona, puis Eric Cantona apparaît dans sa vie, il vient le coacher, quoi. Ça a l'air un peu dans l'esprit Full Monty, j'ai l'impression. Mais je pense que Eric Cantona était sans doute un très grand joueur de Yams et que son expression là lui vient tout droit venue du Yams. On enchaîne avec la rubrique suivante. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Oui, au fait, ça vient d'où?
Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était que le YAMS, même si sur les règles, on le verra, il y a quand même pas mal de variantes. Donc, c'était un petit peu dur de vous donner la règle du YAMS. On devrait plutôt dire les règles du YAMS. Et aujourd'hui, c'est un petit peu cadeau parce que non seulement, bande de chanceux, je vais vous expliquer d'où vient le YAMS, mais également, de manière complètement gratuite, d'où viennent les jeux de dés Tout en ça général. sans augmentation du prix des consommations, quoi. Tout à fait. Alors, à ton avis, Julien, c'est vieux ou pas les dés? Est-ce que des dés est vieux? C'est vrai, c'est une bonne question, ça, je sais pas. Les hommes préhistoriques, est-ce qu'ils taillaient des os de mammouth pour en faire des dés? Alors, les hommes préhistoriques taillaient pas des os de mammouth, mais t'as raison, l'ancêtre du dé, c'est des os, ce qu'on appelait les osselets, ou astragales. C'est un os du pied qui s'appelle l'astragale, et donc on pense que les premières formes de dés, c'était notamment des osselets. Ah, tu jouais avec grand-père, en fait. Voilà, donc tout à l'heure, moi, dans la Madeleine, je spoil un peu, je parlerai de jouer avec sa grand-mère, c'est une autre manière de jouer avec sa grand-mère aussi, mais une fois qu'elle est partie. Alors, en général, ils jouaient quand même pour les plus sensibles, c'était pas avec leurs grands-parents, ils jouaient plutôt avec des os d'animaux. J'étais avec leurs frères et sœurs. Non, avec des animaux, en général des moutons, les animaux de consommation. Ils mangeaient pas les os, hein, même à cette époque-là. Et du coup, ils utilisaient les restes éventuellement pour jouer, s'amuser. Les premières traces qu'on retrouve vraiment de dés donc, à 6 faces, puisque il y a aussi maintenant des dés qui ont plus que 6 faces ou moins. Les traces les plus anciennes de dés à 6 faces, on en retrouve dans plusieurs civilisations très anciennes qui ont plusieurs milliers d'années avant notre ère. Dans la civilisation de l'Indus, en Mésopotamie, dans les civilisations également de cette région-là, et en Égypte. Donc à chaque fois, on est autour de moins 3000, moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, on trouve des dés qui étaient finalement assez similaires à ceux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore forcément les systèmes de points pour numéroter, mais ça ressemblait déjà beaucoup. Souvent, ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est des dés faits donc en os taillé, en pierre ou en ivoire. Après, c'est pas exclu qu'il y en avait dans d'autres matériaux, mais ils ont à ce moment-là disparu avec le temps. Par exemple, s'il s'agissait de dés en bois. Donc en Mésopotamie, il y avait pas mal de civilisations dans cette région-là, vers moins 3500 et jusqu'à moins 500. Et un jeu qui utilisait des dés qu'on a retrouvés était le jeu royal dur, dans la civilisation du Sumer. C'est en vente chez Philibert, ça? Alors je ne sais pas si Philibert le fait. Ils ont peut-être une filiale, parce que c'est en Irak. Ah, ok. Donc je ne sais pas s'ils expédient en Irak, je n'ai pas regardé Philibert. Très bien. Et donc le jeu royal dur, ça c'était un jeu qui utilisait les dés plus pour... C'est dur D''UR. Ouais, c'est ça. Pas en un seul mot. C'était un jeu qui utilisait les dés pour du parcours. Donc ça, on en parlera une autre fois, des jeux de parcours qui utilisaient les dés. Genre jeu de loi un peu? Oui, alors je sais pas si c'était comme le jeu de loi, puis je suis pas sûr qu'on ait retrouvé les règles exactes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que déjà à l'époque, on retrouve quelques écrits qui parlaient de jeux de dés, qui étaient des jeux de hasard et des jeux de divination. Les dés aussi étaient beaucoup utilisés. Alors bon, ça fait parallèle avec le précédent épisode sur le tarot, mais on voit qu'il y a souvent un lien entre les jeux de hasard et la divination. Ensuite, il y a également l'Égypte ancienne, moins 3000 jusqu'à moins 300 à peu près, qui avait des dés. Et donc des jeux de parcours aussi, comme le Sénet. Et il y avait déjà des jeux de hasard assez simples. On ne connaît pas les règles. Ils n'ont pas toujours laissé de règles très précises, mais on a l'impression que c'était quelque chose qui était assez populaire dans toutes les classes sociales. Et peut-être qu'il y avait déjà des jeux un petit peu de paris. Alors peut-être des jeux de combinaison, un peu comme le YAMS déjà, mais ça, on n'est pas du tout certain. On avance un petit peu dans l'histoire. On arrive à la Grèce antique, moins 1200. Jusqu'à 31 après Jésus-Christ. Et les Grecs anciens étaient des grands amateurs de jeux de dés. Et là, on retrouve quand même des jeux qui sont des ancêtres possibles du YAMS, puisque on retrouve notamment l'astragallois, qui était un jeu où il fallait lancer des dés ou des osselets. Donc au départ, il a été inventé avec des osselets, puis il est dérivé avec des dés, pour obtenir des combinaisons spécifiques. Donc chaque face du dé avec des valeurs différentes, et il y avait des combinaisons qui valaient plus de points que d'autres. Donc on commence à avoir un truc qui ressemble un petit peu au YAMS, quoi. Oui. On lance des dés, on fait des combinaisons. Il y avait le meilleur lancer qui s'appelait le lancer de Vénus, et le chien, apparemment, était le pire score possible pour les Grecs. Très bien. Ensuite, on retrouve aussi les dés, bien sûr, chez... alors, d'abord, les Étrusques, qui sont un peuple qui vivait sur l'actuelle Italie et qui ont ensuite été incorporés à l'Empire romain assez tôt, donc entre moins 900 et moins 100, les Étrusques. Là, c'est la première fois qu'on retrouve la disposition standard des dés. Parce que, est-ce que tu as déjà observé un dé de près, Julien ? C'est assez carré. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait attention à la répartition des chiffres sur le dé ? Oui. J'ose pas dire non. Alors, qu'en as-tu déduit, Julien ? Comment sont répartis ces chiffres ? La somme est toujours égale à 7. En fait, la somme des faces opposées est égale à 7. C'est ça. Pour les dés à 6 faces. Voilà, pour les dés à 6 faces, à chaque fois, le 1 est en face du 6.
Oui. Voilà, le 2 en face du 5, de manière à toujours faire 7. Alors ça, c'est les Étrusques apparemment qui ont été les premiers à avoir des dés équilibrés comme ça. On pense que c'était pour favoriser l'équité, même si en soi, ça ne change rien aux probabilités. Mais par contre, c'était une manière de standardiser la fabrication des dés, et du coup, on y reviendra, mais de pouvoir repérer plus facilement les dés truqués. Ah oui. Comme il y avait une fabrication une disposition standard des chiffres, c'était un petit peu plus facile de retrouver les dés pipés. Et puis il y avait aussi, pour les Grecs et puis pour les Étrusques, c'était quand même des mathématiciens. Ils aimaient beaucoup ce côté équilibre. Donc il y avait un truc un peu beau. 7 en plus, c'était un nombre premier, un nombre avec pas mal de symbolique autour. Et donc le fait que toutes les faces opposées fassent 7, je pense qu'ils trouvaient ça assez harmonieux. C'est stylé, quoi, comme ils disaient à Exactement. l'époque. Donc les Romains, bien sûr, ensuite la Rome antique, ont repris le jeu grec astragallois. Et les Romains étaient vraiment, eux, des fanas apparemment de jeux de dés. Alors, ils ne faisaient pas que ça, ils faisaient aussi la guerre, des conquêtes, ils aimaient bien la politique, tout ça, mais ils aimaient bien les jeux de dés. Apparemment, c'était extrêmement populaire, à la fois sur le versant divinatoire. D'ailleurs, l'expression du futur empereur Jules César, alea jacta est, le sort en est jeté, qui a été prononcé en 49 avant Jésus-Christ, d'après ce qu'il nous raconte. D'après Astérix. D'après Astérix, et puis d'après ce qu'il nous a raconté, ce qu'il a écrit dans ses mémoires, en franchissant le Rubicon. Ça montre quand même qu'à l'époque, en tout cas, sa citation, elle montre que c'était quand même vraiment dans la culture populaire de l'époque, cette idée que les dés étaient liés au destin, au hasard, les dés sont jetés, l'expression est vraiment ancienne, et du coup ça prouve qu'à l'époque il y avait quand même une pratique assez courante des dés, et il y avait énormément aussi de contrefaçons de dés truqués. Les Romains étaient aussi des grands commerçants et assez fans des jeux de paris d'argent, donc les commerçants jouaient beaucoup à des jeux de dés sous le versant pari, et du coup qui dit gain d'argent dit aussi tricheur. Ah, c'est fou ça. Mais bon, je crois que plus tard tu nous expliqueras comment on pouvait faire face à débusquer les tricheurs. Et il y avait un autre jeu romain qui s'appelle le tali, où là il faut lancer plusieurs dés et obtenir des combinaisons spécifiques. Du coup pareil, il y avait des systèmes de relance et on pouvait aussi parier sur le résultat des dés. Donc là c'était pas comme le Yams où on va dire on voit ce qu'on a puis on optimise les dés. Il fallait parier sur les lancers qu'on allait faire. Donc on le retrouvera dans d'autres jeux de paris en fait ensuite au Moyen-Âge, beaucoup de jeux comme ça. Ensuite au Moyen-Âge, avec la chute de l'Empire romain, du coup ils ont quand même diffusé les dés de manière assez large dans tous les territoires qu'ils occupaient. Et à l'époque médiévale, on retrouve le jeu qui s'appelle Hazard. Alors Hazard écrit H-A-Z-A-R-D. On pense que c'est un dérivé de l'arabe, donc peut-être qu'il a émergé plutôt dans les zones arabes et qu'ensuite il est arrivé en Europe. Bon, c'est pas très bien. En tout cas, c'est un jeu qui pouvait se jouer avec 2 ou 3 dés. Et là, c'était un jeu de pari à 1 contre tous, où le joueur qui avait la main devait parier sur ce qu'il allait faire. Et alors là, les règles, j'ai regardé, mais on n'est pas loin du cul de chouette de Kaamelott. C'est-à-dire que, clairement, il y a des règles hyper complexes. Je pense que comme ils n'avaient pas beaucoup de jeux, il n'y avait pas la variété de jeux d'aujourd'hui, finalement, bon, ça valait le coup de s'investir dans les règles. Aujourd'hui, je comprends qu'il ait disparu parce que c'était vraiment hyper compliqué. Bon, cul de chouette. Et donc le hasard, il était quand même un jeu freiné, comme tous les jeux de dés, un peu d'argent à l'époque médiévale, par l'Église, en fait, qui trouvait que... Ah, c'est mal. Voilà, c'était mal de tous ces jeux-là. Donc finalement, au niveau des jeux, pendant le Moyen-Âge, jeux de dés, jeux de hasard, c'était quelque chose qui avait une connotation un petit peu interdite. Ça revient à la mode peut-être un peu plus, ou en tout cas plus librement utilisé à la Renaissance. Donc là, à la Renaissance, avec les philosophes des Lumières et toutes les avancées en termes de connaissances scientifiques, il y a un retour de l'intérêt pour les dés, et notamment au travers des probabilités. Et donc là, il a commencé à avoir des études sur les probabilités de faire telle ou telle combinaison de dés. Et donc là, on voit beaucoup de jeux qui utilisaient effectivement 2 dés. Parce que finalement, la courbe de probabilité, quand on lance 2 dés, suit une loi statistique qu'on appelle la loi normale, courbe de Gauss, pour ceux qui connaissent, avec cette idée que les résultats au centre, donc quand on lance 2 dés, Julien, on peut faire de combien à combien ? On peut faire je compte sur mes doigts, de 2 à 12. Exactement. Donc, si on additionne les deux, on peut faire de 2 à 12. Mais chaque chiffre a des probabilités différentes de sortir. Ah oui. Voilà. Le plus probable, c'est le 7, qui est au milieu, puisqu'il y a 6 façons de le faire sur 36 combinaisons possibles avec 2 dés. 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4, 4 plus 3, 5 plus 2 et
6 plus 1. Et à l'inverse, les extrêmes, le 12 et le 2, sont extrêmement rares, puisqu'il n'y a qu'une seule manière de les faire sur 36, soit le double 1, soit le double 6. Il y a eu pas mal de jeux comme ça qui ont émergé à la Renaissance, et puis également, dans les pays germaniques, un jeu qui s'appelle le Glukos, qui est un jeu... C'est un jeu marron déjà. Alors, oui, il était en bois, on en retrouve en bois, avec des cubes, des dés cubiques. Alors, on ne dit pas allemand, parce qu'à l'époque, c'était pas l'Allemagne, mais Saint-Empire germanique ou la Prusse, mais du coup, on lançait 2 dés, ça utilisait aussi un plateau. Le résultat qu'on avait fait au 2D nous permettait de poser des mises ou de récupérer des mises sur le plateau. Donc il y avait des pièces, il y avait la chambre des mariés, la cuisine, tout ça, apparemment plusieurs pièces. Et en fait, selon les résultats qu'on faisait, soit on allait poser des mises sur le plateau, soit en récupérer. Et le but était d'avoir le dernier à avoir des mises en main et de dépouiller tous les autres. Ok. Voilà. C'est l'ancêtre du casino, non? Oui, alors tu verras que effectivement c'est repris dans les jeux de casino par la suite, tu as tout à fait raison. Alors à l'époque moderne justement, on se rapproche petit à petit du yams, on n'y est toujours pas. Le hasard dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était donc plutôt répandu dans l'ancien empire romain et en Europe, est importé en Amérique, surtout en Louisiane, et il a donné un jeu qui est devenu ensuite le craps. Ah oui, avec l'accent, quoi. Ouais, alors on ne sait pas d'où vient le nom craps, peut-être ça vient de crapaud, vu que c'était des Français qui étaient en Louisiane, ça a été anglicisé, ou on ne sait pas vraiment, c'est une des hypothèses, mais pas certaine. Et il a été popularisé à partir de 1813, et il devient effectivement, comme tu l'as dit, un jeu de casino, puisque c'était du 1 contre tous. Et donc là, en fait, les joueurs, c'est toujours le croupier qui lance les dés, et les joueurs parient contre le croupier. Si le croupier fait 2, 3 ou 12, donc des scores assez rares avec 2 dés, il gagne immédiatement. Donc tout le monde perd. Okay. Et là on disait oh craps. Alors on peut vous mettre un petit enregistrement parce que moi je le prononce pas très bien. Ah, on va pouvoir apprendre à prononcer le Holy Craps alors. Exactement. Alors écoutez bien. My tailor is rich. Holy crap. Ah oui, le A, faut le craps. Et donc du coup ça peut se dire au singulier ou au pluriel. Donc on le retrouve dans pas mal d'expressions. C'est de l'argot. Putain, vous saurez jouer au yams à la fin de cette émission et vous saurez prononcer Holy Craps. Exactement. Incroyable. Donc voilà, en Amérique, ça s'est développé sous un jeu de casino qui s'appelle le craps. Et en Europe, c'est plutôt le 421 qui est populaire. Et là, c'est la première fois qu'est introduit l'idée de relance dans le 421. On peut garder des dés. Il est où ce dé? Et on peut en relancer pour essayer d'obtenir la meilleure combinaison possible, la plus forte étant le 421. Exactement, là il n'y a pas de piège. J'ai gagné. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment on en arrive au yams. Non, pas le yams, le Yahtzee. Ah, Parce que le premier jeu qui a été inventé et d'où découle le yams ensuite, c'est le Yahtzee. Alors tout commence en 1954. Il y a un couple canadien dont on n'a pas gardé le nom, vous comprendrez pourquoi. c'était un mardi par contre, je crois. Ah oui, je crois que c'était un mardi. C'était peut-être alors Céline et René, ou je ne sais pas comment ils s'appelaient. En tout cas, c'était un couple canadien, sans doute assez aisé parce qu'ils avaient quand même un yacht. Ah oui. D'où le dérivé du nom Yahtzee. Et donc, sur leur bateau, des fois, je pense qu'ils s'ennuyaient un peu et ils avaient inventé un jeu. Ah. Et ce jeu, du coup, c'était un jeu de dés qui est en fait le jeu du Yahtzee. Donc, qui est quasiment le yams. Et ils l'avaient appelé jeu du yacht. Et en 1956, 2 ans plus tard... On n'est pas obligé d'avoir un yacht pour jouer par contre. Alors à l'époque, ils avaient ça diffusé plutôt dans les milieux, D'accord, fallait un yacht pour jouer quoi. Ok, d'accord. Donc Ah oui. c'était, voilà. Un peu de matériel, quoi. Voilà, fallait un peu de matériel. Et puis en 56, ils rencontrent Edwin Lowe. Alors c'est un entrepreneur américain de jouets qui avait été déjà connu à l'époque parce qu'il avait popularisé le bingo aux États-Unis. Bingo. Donc ce couple-là de Canadiens anonymes, quand ils rencontrent Lowe, ils sont déjà impressionnés par son succès et ils lui demandent s'il ne pourrait pas produire des exemplaires pour eux et pour leurs amis. Lowe, il est intrigué par le jeu, il remarque assez vite le potentiel commercial et il propose d'en acheter les droits. Je file $1 pour ça. Et voilà, on a les droits. Cher journal, c'est le jackpot. Pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Sans déconner, c'est dégueulasse. Alors effectivement, non seulement ils sont restés anonymes, on ne sait pas exactement les détails du contrat, mais je crois qu'il a donné un montant fixe. Ah. Donc je ne suis pas sûr qu'ils aient touché beaucoup derrière. Eux, ils voulaient juste avoir... En même temps, ils avaient déjà un yacht. Oui, ils avaient déjà un yacht, c'est vrai qu'on va pas les plaindre. Mais du coup, ils n'ont pas touché grand-chose. Lui, en tout cas, il s'en est bien sorti. Et en fait, il a eu ensuite une politique marketing assez efficace. Il a popularisé ce jeu grâce à des soirées de démonstration. Il a fait un marketing assez offensif pour l'époque. Et jusqu'à 20 ans plus tard, son jeu, le Yahtzee, soit racheté par Milton Bradley, qui, lui, était en fait l'un des dirigeants de Hasbro.
Hasbro, un géant du jeu, du jouet et du jeu qui fait aussi des jeux de société. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, ouais. Donc dans les années 80, Hasbro achète la marque Yahtzee et la possède toujours. À partir de là, ça se diffuse dans le monde entier, ça sort des USA, ça conquiert le monde entier, et tant pis pour les deux Canadiens. On n'ira peut-être pas jusqu'à dire que Lo est une ordure de mâle blanc capitaliste, violeur de lutine, mais il a quand même bien mené son affaire, parce qu'il est quand même allé dénicher ce petit jeu pour pas cher, et il en a bien fait fructifier les droits. Une fois qu'est arrivé en Europe le Yahtzee, il y en a qui n'ont pas forcément envie de payer pour un truc où il suffit d'avoir 5 dés et une feuille pour jouer. Un crayon. Un crayon aussi, un crayon. Et du coup, il y a pas mal de versions libres de droit qui se démocratisent et qui prennent l'appellation Yams. C'est pour ça que Yams, ça recouvre l'ensemble des dérivés du Yahtzee libres de droit. Il y a quand même 2 grandes différences, moi, que j'ai retrouvées. Dans le Yahtzee, il y a le score bonus que tu pouvais mentionner, qui n'est pas toujours repris dans le Yams. Le bonus de 35, si on fait au moins un total de 63 points avec la somme des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, dans certaines variantes du Yams, des fois, il n'y a pas de Yams. Ou alors, il peut être compté différemment. Il vaut plus de points selon les chiffres qu'on fait. Et la petite plus-value du Yahtzee, c'est qu'il y a aussi un deuxième Yahtzee possible. Il y a une prime. Si on fait 2 fois le Yahtzee, donc c'est-à-dire 5 dés identiques, il y a une petite prime. De 100 points. Donc voilà, vous savez un petit peu comment le Yams est apparu et comment on le retrouve encore aujourd'hui. Nom de Zeus. On est parti de loin. Merci pour toutes ces explications. On va essayer de retrouver où est-ce qu'on trouve des traces du Yams. Dans la pop culture et dans les jeux modernes. Ça va où? Ça va où? Dans quoi on le retrouve? La pop culture, les jeux modernes. Qu'est-ce que ça devient? Donc on va commencer par la pop culture un petit peu, dans la culture en général, où est-ce qu'on le retrouve, et ensuite on vous donnera... Quelques jeux qui, nous ont fait penser au Yams. Ouais. Vous verrez que des fois on est un peu tortueux. On va parler un peu de Georges Delatour. Alors c'est intéressant parce que tu as dit plein de trucs qu'on retrouve en fait. Il y a des liens qui se font si vous êtes attentif. Je voudrais vous parler d'un tableau qui s'appelle Les Joueurs de dés, qui date de 1650 et qui a été peint par Georges Delatour. Georges Delatour, c'est un peintre lorrain. Il est né en 1594. En gros, c'est la même année que Henri IV est sacré roi de France. Et il appartient au mouvement baroque. En 1650, donc un petit peu plus tard, il peint donc ce fameux tableau Les Joueurs de dés. Donc Henri IV a déjà été assassiné depuis longtemps et c'est Louis XIV qui est le roi à cette époque-là, pour resituer dans l'histoire. Georges Delatour, il a 56 ans quand il peint ce tableau. Il mourra 2 ans plus tard, mais il ne le sait pas encore. Puis il tombera dans l'oubli à sa mort et il sera redécouvert au début du XXe siècle. Le tableau des joueurs de dés représente donc une partie de dés. Alors ce qui est intriguant, moi je trouve, c'est la lumière. Vraiment, la scène se déroule a priori de nuit, et la lumière est posée sur la table de jeu et elle est masquée par un des personnages qui joue au dé, et ça leur donne quelque chose d'assez mystérieux en fait. Il y a 5 personnages en tout, il y en a 3 qui semblent jouer, tandis qu'il y en a 2 autres qui regardent. Donc la lumière éclaire ces personnages, la lumière se reflète dans leurs armures, je pense qu'il y a des soldats qui jouent, et ça leur donne des visages très 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 particuliers. J'ai l'impression que la plupart des traits sont gommés, c'est-à-dire qu'en regardant de loin, on voit presque des visages qui pourraient appartenir au courant expressionniste ou cubiste. C'est des courants donc, qui sont plutôt apparus à la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle, et ce qui peut, je pense, expliquer son regain de notoriété. Oui. C'est comme ça que je me l'explique, quoi. Est-ce que tu parles sur les soldats? C'est vrai que de tout temps, je pense que ça a été aussi un jeu très prisé des soldats, les jeux de dés, parce que c'est facile à emporter, et les soldats ont forcément des temps forts, et il y a des moments où ils se font chier, et où il y a des temps faibles, et c'est de tout temps, on retrouve un peu ça. C'est très souvent chez les soldats. Ouais. Exactement. Et donc la thématique du jeu, elle revient très très souvent dans les tableaux de cette époque, chez Georges Delatour en particulier, mais chez d'autres peintres. Chez Georges Delatour, en fait, les scènes de jeu et de triche sont très fréquentes. En fait, les deux sont associés. C'est qu'un de ses tableaux les plus célèbres, c'est le tricheur à l'as de carreau. C'est un jeune homme richement vêtu, en fait, qui est en train de se faire berner par un tricheur. Donc on voit le tricheur au premier plan. Et il a coincé des cartes dans sa ceinture. Et il y a les autres personnages qui sont également dans la combine. Il y a la serveuse, par exemple, qui surveille le pigeon pendant que les deux se font des regards, les autres joueurs, pour s'assurer qu'ils ne voient pas qu'il est en train de se faire arnaquer. Ouais, puis ça, c'est un thème qui est excessivement classique aussi dans les westerns ou dans les films de cow-boys. Il y a toujours ces histoires où ça dérape à cause d'un tricheur, pas au jeu de dés, en général, c'est plutôt des jeux de cartes. C'est ça. C'est la même chose dans le tableau des joueurs de dés, parce qu'il y a également un personnage sur la gauche du tableau qui observe la partie. Et quand on le regarde bien, en fait, on voit que de la main droite, il fume une pipe. Et de sa main gauche, elle semble un peu baladeuse, en fait, sa main gauche, comme elle pend, enfin, comme s'il voulait aller choper des trucs dans les poches du... Le coquin. dans les poches du garde. Je crois qu'à l'époque, du coup, son surnom, c'était Georges Delatour à dés. C'est possible. Je crois que c'est ça.
Et les tableaux sont toujours une représentation assez ambivalente. En fait, elles représentent en même temps une scène de la vie quotidienne, un moment de convivialité, et en même temps, c'est souvent associé au vice. En fait, la morale est mise à rude épreuve. Il y a toujours une dualité entre le jeu et le vice. Et je me dis, est-ce que c'est pas un peu une vision partagée encore aujourd'hui par les non-joueurs, ce qu'on appelle les moldus chez nous, Oui. ou c'est juste le jeu, c'est pour les enfants. Pourquoi tout le monde ne joue pas en fait? Oui, il y a le côté en tout cas que ça serait quelque chose de pas adulte ou de pas responsable. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté de- moral aussi de dire j'ai pas envie de jouer parce que c'est un peu... Il y a le vice. Mais là-dessus, je pense que ça Ça change évolue. quand même pas mal. Il y a peut-être 20 ans, 30 ans, oui, je t'aurais dit, effectivement, il y avait vraiment ce truc-là. C'était très ado, quoi, de jouer à des jeux de société, etc. Mais ceci dit, les jeux de dés, pour le coup, je pense pas que ça soit trop le cas parce que c'est joué de tout temps et même dans les cafés, les jeux de cartes, voilà. C'est vraiment cette réflexion plutôt sur les jeux de société, je pense. Ouais. Mais pas tant sur les jeux de dés, les jeux de cartes. Et maintenant, on va parler un peu des jeux dont on trouve qu'ils s'inspirent un peu du Yams. Qui reprennent en tout cas certaines mécaniques ou qui nous ont fait penser dans nos petits cerveaux quand on s'est dit le Yams, qu'est-ce qui s'en inspire un petit peu de près En fait, ou il y en de a- loin. Il y en a eu plein qui étaient très très évidents et qu'on a choisi d'éliminer parce qu'ils étaient trop évidents en fait. Où c'était par exemple King of Tokyo, ça a été un peu la première idée. Oui, moi j'avais Pina Colada Dice où Ouais. pareil, c'est du Yams décliné, mélangé avec un tic-tac-toe, mais c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes. Et nous, dans cette partie-là, ce qu'on veut, c'est proposer des liens qui soient un petit peu plus originaux et parfois peut-être un peu plus soumis à débat aussi. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on va pas vous détailler trop King of Tokyo et Pina Colada Dice. Le seul intérêt de King of Tokyo, ce qu'il amène en plus du Yams, c'est le 1 contre tous, qui m'est cher. Donc moi, celui auquel j'ai pensé, qui est peut-être pas le lien le plus évident, c'est les châteaux de Bourgogne. Alors les châteaux de Bourgogne, voilà, déjà j'entends les commentaires, ah mais c'est pas le Yams, ça n'a rien à voir, on relance pas les dés, tout ça. Oui, alors effectivement, les châteaux de Bourgogne, je vais vous dire ce que c'est, puis après on en parle. C'est un jeu de Stefan Feld, qui est un auteur qui a fait des jeux plutôt experts, comme Marrakech, Civolution, qui sont sortis après 2020. Illustré par Harald Leske, et ça a été édité par Alea et Ravensburger en 2011. Il y a eu une réédition en 2019 pour les 20 ans de Alea. Il est aussi très récemment réédité en collaboration avec Awaken Realms, qui est donc plutôt un éditeur qui passe par GameFound et Kickstarter, donc du financement participatif, et qui a fait une version restylisée, nettement améliorée sur le plan graphique, tout en gardant la mécanique du jeu. C'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs, de 1 à 4. Il y a aussi des défis solo. Et il dure entre une demi-heure et 1h30 selon le nombre de joueurs. Je dirais que c'est un peu un jeu qui est familial plus. C'est pas très difficile à apprendre. Par contre, il y a vraiment une grande profondeur de jeu. Donc le principe dans les châteaux de Bourgogne, c'est qu'on lance à chaque tour... Des escargots. Non, on va pas lancer je suis des déçu. escargots, Julien. On va lancer des dés. Ces dés, effectivement, ils vont être à la fois centraux dans le jeu et à la fois un peu anecdotiques, parce que c'est un jeu avec un plateau où on va devoir construire son domaine avec des tuiles qu'on va aller prendre au marché et qu'on va jouer sur son plateau personnel. Donc on est en concurrence pour choper les meilleures tuiles à ajouter sur notre domaine. Et les dés vont être ce qui va nous donner des actions. Donc à chaque tour, on a 2 dés qu'on a lancés au préalable. Et chaque dé nous permet de faire une action. Et l'action qu'on peut faire dépend de la valeur du dé. Donc si on a fait un 6, on va pouvoir peut-être prendre une tuile qui est sur l'emplacement 6, ou poser une tuile sur un emplacement de valeur 6, ou vendre une ressource qui a la valeur 6. Il n'y a pas du tout, comme dans le Yams, effectivement, des relances, on garde des dés ou pas. Par contre, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment cette gestion du hasard des lancers. Où dans le Yams, finalement, quand on y joue, on n'a pas tant que ça la sensation que c'est qu'une affaire de chance. Sinon, ce ne serait pas intéressant, ça n'aurait pas eu ce succès-là. C'est qu'on a vraiment l'impression qu'il faut faire avec les dés qu'on a, notamment, et essayer d'aller regarder ce qui est le plus intéressant à l'instant T. Est-ce que je fais tout de suite cette combinaison-là, quitte à me priver d'un meilleur résultat plus tard, voilà. Et dans les châteaux de Bourgogne, il y a un peu ça. On a des dés, des fois on peut aller choper tout de suite ce qu'on voudrait, mais ça nous ferme des options par la suite, parce que si on place la tuile à un endroit, elle va être à côté de cases par exemple qui vont être que des 3 ou des 4, et si le lancer d'après il est pas favorable, on sera bloqué. Donc il va falloir essayer d'optimiser un petit peu les risques, minimiser les risques, optimiser les dés qu'on reçoit. Parce qu'il y a le risque de rien avoir, quoi, c'est ça? Il y a le risque des fois d'être... Alors on n'est jamais bloqué complètement, il y a un petit moyen de changer la valeur des dés, donc on a des ouvriers, et si on n'a plus d'ouvriers et que les dés nous permettent de rien faire, et à ce moment-là il faut sacrifier un dé pour récupérer des ouvriers. Donc on perd un peu une action, entre guillemets. Ok. C'est aussi un jeu qui m'a fait penser un peu au Gluckhaus germanique, où là il y avait pareil ce système de... Il y
a 2 dés qui nous permettent d'aller sur le plateau, faire des actions. Et c'est un jeu que moi que j'apprécie vraiment, à la fois par sa simplicité d'accès et sa profondeur stratégique, et qui mérite vraiment d'être découvert et qui souvent fait quand même l'unanimité autour de la table. Très bien. Les châteaux de Bourgogne, donc. J'aurais pu vous en parler dans la bonne occasion, parce que du coup, vu qu'il y a une version ultra améliorée au niveau matériel qui sort, la vieille version se trouve pour pas cher. Mais pour le coup, moi je pense que je vais prendre la nouvelle version super belle. Très bien. Allez, on parle d'un autre jeu qui s'appelle Kero. Kero, c'est un jeu, alors c'est pas un auteur, c'est une agence, Propero Hall, qui sont un peu spécialisés par les jeux à licence. C'est illustré par Pierrot, édité par Hurricane et sorti en 2018. C'est un jeu pour 2 joueurs, d'une durée de 30 minutes environ, et c'est du familial initié. Le jeu se déroule plutôt dans une ambiance post-apocalyptique. C'est ici que tout va se jouer. Dans un monde sans carburant. Défendre le carburant. Donnez-moi la pompe, le stock d'essence et toute l'installation. Voici une terre qui attend l'arrivée d'un héros. Quand chacun ne pense qu'à sa peau. Quand il ne reste plus qu'une dernière chance. Priez pour qu'il soit encore là. Quelque part. Mad Max 2, le défi. Voilà, c'est vraiment un jeu qui fait penser un peu à Mad Max. Oui, quand tu m'as dit post-apo, j'ai pensé un petit peu à ça, mais je crois que c'est aussi un jeu parce qu'il y a du vroom vroom dedans. Oui. Chaque joueur possède un beau camion qui fait office de sablier, donc c'est un gros camion. Ah ouais, tu m'avais montré, il est stylé le camion, le matériel est vraiment sympa. Et le sable en fait du sablier représente le carburant du camion. Les dés font office de ressources, ça nous permet de récupérer des cartes qui font des points ensuite. Et l'originalité, je trouve, par rapport au Yams, c'est qu'on peut relancer les dés autant de fois qu'on veut, tant qu'on a du carburant dans son camion. Ah, donc pas autant qu'on veut finalement. On peut y aller. On est limité par le temps plus que par le nombre de lancers. Exactement, c'est ça. Ok, donc c'est un jeu de rapidité aussi. Il y a un peu, faut être rapide à la fois dans le lancer, faut éviter de les envoyer au bout de la pièce, et dans l'analyse qu'on a du résultat du dé, dire est-ce que ça nous intéresse ou pas, et on peut s'acharner aussi sur un dé, dire allez vas-y sors-moi le résultat que je veux. Ouais. Alors on est un peu aussi limité par les phases du dé, il y a des flammes qui crament les dés quoi. C'est-à-dire que si on tombe sur la flamme, le dé est inutilisable. Ah oui, il est mis de côté, on le lance plus. Ouais, c'est ça. Et donc il y a ces deux, il y a à la fois le temps et à la fois les flammes. Donc ça nous oblige à analyser très très vite les combinaisons qui se présentent à nous et puis de stopper les lancers pour économiser le carburant. Le truc rigolo aussi, c'est que pour faire le plein, c'est l'autre joueur qui va lancer les dés jusqu'à ce qu'il fasse 5 flammes. Oui, donc c'est hyper interactif. C'est vraiment le jeu d'affrontement à 2 où on se tire la bourre, à la fois en temps limité, et puis même quand l'autre recharge son camion, t'es là ça. pour le... Plus t'as du mal à sortir les flammes, et plus le camion de l'autre se remplit. Quoi. Donc t'as intérêt à te dépêcher. Quoi. Ça doit pas mal crier ce jeu quand même, non ? Donc ça crie un peu. Donc ouais, je trouve que l'ajout de la contrainte de temps, elle ajoute vraiment une dimension qui est très très amusante. En fait, il faut se décider très rapidement, et voilà, moi c'est pas mon fort, et ça m'oblige un peu à sortir de ma zone de confort, d'aller décider. Ça serait un jeu où tu joues vite ? Ah bah là t'as pas le choix. Là t'as pas le choix. Parce que sinon, Julien est un joueur qui prend parfois son temps. C'est mal. Mais c'est comme ça. Et puis surtout, donc le jeu, moi je vous recommande parce que c'est très très rigolo. Et puis surtout, il y a un gros camion quoi. Et très beau. Ouais, les couleurs sont un peu marron-gris. Hein. Après les camions, on va parler des bateaux. Oui. Avec le jeu qui s'appelle Captain Flip. Mais Julien, il n'y a pas de dés dans Captain Flip, qu'est-ce que tu nous racontes ? Mais n'importe quoi. Bon, déjà, Captain Flip, on verra pourquoi ça nous inspire le Yams. Déjà, Captain Flip, c'est un jeu de Paolo Mori et de Remo Conzadori. C'est illustré par Jonathan Auconte, édité par Playpunk, et c'est sorti en 2023. Le jeu se joue de 2 à 5 joueurs pour une durée de 20 à 30 minutes. C'est familial. Le design fait un peu enfant, mais clairement, ça s'adresse à tous les âges. Alors, la petite histoire, en fait, c'est que moi, c'est Antoine Boza qui m'a expliqué les règles. Rien que ça. Et ouais. Alors, un petit mot sur Playpunk, avant de parler d'Antoine Boza, parce que c'est un lien. En fait, Playpunk, en 2025, c'est une maison d'édition relativement nouvelle qui a été montée par Antoine Boza et Thomas Provost. Antoine Boza, pour resituer, c'est l'auteur de Seven Wonders, Takenoko, Anabi, il a eu plein de prix. Et Thomas Provost, c'est un des fondateurs de la maison d'édition Repos Prod. Donc, c'est la maison qui a aussi sorti Seven Wonders, Time's Up, Concept. Donc, ils se connaissaient déjà un petit peu. C'est ça, et puis c'est 2 personnalités très influentes, on va dire, du jeu de société. C'est des gens qui ont sorti tout un tas de jeux assez incroyables. Et donc ils se sont associés pour faire une maison d'édition qui s'appelle Playpunk. Ce jeu, Captain Flip, est leur première sortie. En tant qu'éditeur. Exactement, et c'est très 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 réussi. Donc c'est lui qui me présentait ce jeu au festival Place au Jeu. Captain Flip, moi je l'ai offert avant d'y jouer. Je cherchais un cadeau pour mes nièces, puis à la contrée, ils m'ont dit ah, mais ça c'est vachement bien. Et donc je leur ai offert le jeu en faisant confiance à vos Quand tu dis la contrée, c'est les contrées du jeu à Grenoble, qui est une boutique qu'on aime beaucoup et où tu vas te fournir régulièrement. Bref, donc j'ai acheté le jeu confiant, mais ça me faisait envie quand même d'y jouer, donc j'ai voulu y jouer à Place au Jeu. Donc tu l'as décellophané, tu l'as essayé et offert.
Non, bah non, je l'ai offert et j'ai pas pu y jouer en fait. Donc Place au jeu était l'occasion de pouvoir essayer, savoir si c'était vraiment bien. Place au Ce jeu, que j'ai offert. festival grenoblois de jeux associatifs où on peut essayer pas mal de choses, qui est très sympa. Voilà. Et donc il y a Antoine Boza qui, en tant qu'éditeur, était là pour expliquer les règles du jeu. Bref, et donc je lui ai dit, est-ce que vous allez faire des jeux pour les adultes aussi? Et il a été moyennement content parce qu'effectivement il a raison, c'est pas un jeu pour les enfants. Enfin, il l'est pour les enfants, mais pas que. Ah oui, donc tu t'es fâché avec lui dès la première rencontre. Et quoi. ça, exactement. C'est ça qui est chouette dans ce jeu-là, c'est qu'à la fois on peut y jouer de façon très détendue, et puis on peut y jouer en se prenant un petit peu la tête et en essayant de voir ce que font les autres. Et... Ouais, moi j'y ai joué pas mal, plutôt sur la version en ligne sur Board Game Arena, qui est un site de jeux de société où on peut jouer en ligne. À 2, c'est très tactique, parce qu'on peut beaucoup surveiller ce que fait l'autre. À partir de 3, 4 ou alors 4, 5, clairement, là c'est beaucoup plus aléatoire, on maîtrise moins ce que font les autres. Tu peux peut-être nous expliquer un peu quel est le principe, alors, du coup, parce qu'il te l'a expliqué, les règles, j'imagine qu'il te les a quand même bien expliquées, ou tu lui as aussi dit qu'il expliquait mal les règles. Je lui ai dit que ces jeux étaient pourris et qu'on comprenait rien. Et je suis retourné jouer au Monopoly. Ah, voilà, ok. Ça s'est passé comme ça. Voilà, non, il m'a superbement expliqué les règles. Captain Flick, il n'y a pas de dés. Mais je trouve qu'en termes de sensations, on retrouve un peu le dilemme propre au Yams, mais totalement épuré. Le jeu repose sur un concept très simple et très fort. Je pioche une carte, et soit je l'accepte, et je la positionne sur mon bateau, soit je la retourne, je la flippe, d'où le nom Captain Flip, en espérant avoir mieux, et dans tous les cas, il va falloir que je le mette sur mon bateau. Je te prends, je te retourne contre le mur. Donc effectivement, les cartes sont double face pour qu'on puisse les retourner et qu'il y ait quelque chose. Il y a à chaque fois un symbole, enfin un personnage d'un côté et l'autre face en a un deuxième et on ne sait pas à l'avance ce qu'il y a derrière. Donc c'est intéressant parce que les premiers dés, finalement, c'était des deux faces, c'était des tuiles qu'on lançait et on regardait comme au pile ou face sur quelle face ça tombe. Et donc finalement, là, on revient à un truc hyper minimaliste, mais où il y a ce côté, soit on garde le jet, qui est notre tirage, là, en l'occurrence, c'est ça. Soit on relance, c'est-à-dire on retourne. Voilà, et on peut pas revenir en arrière, évidemment, quoi. Donc ça peut paraître un peu enfantin vu de loin, ce qu'on a dit, mais dans tous les cas, je trouve ça très addictif et assez passionnant à jouer. Oui, ça marche pour les adultes, donc on pourra dire quand même pardon à Antoine Boza que finalement t'as changé d'avis, il fait pas que des jeux pour enfants, il fait aussi des trucs bien quand même. Mais c'est bien aussi les jeux pour enfants. Oui, c'est bien, non, mais il faut aussi des vrais jeux pour adultes. Celui-ci, c'est un vrai jeu pour adultes qu'on peut jouer avec des enfants. On va maintenant essayer de se poser la question, que ça soit le Yams ou tous les autres jeux là qu'on vous a présentés, pourquoi ça marche finalement? Quelles sont les mécaniques psychologiques sous-jacentes qui font que on aime bien jouer à ces jeux ou qu'on n'aime pas? C'est quoi tout ce truc-là? Vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Pour comprendre un petit peu pourquoi le Yams et les jeux de dés à relance ou les autres qu'on vous a proposés sont plaisants, on va déjà se pencher sur le mécanisme de la prise de décision. Parce que comme tu le disais à l'instant pour Captain Flip, finalement, dans ces jeux, il va falloir décider. Donc au Yams, il faut décider quels dés garder, comment les utiliser et lesquels relancer. Du coup, on s'est penché un petit peu sur les mécanismes sous-jacents de la prise de décision, et notamment, il y a une théorie de Kahneman et Tversky, qui est la théorie des perspectives. Alors, je vais te faire un petit mise en situation, Julien. Imagine, et puis vous qui nous écoutez, imaginez également en même temps. Vous avez une décision à prendre concernant deux options. Vous êtes, alors imaginons médecin, assez compétent, mais là, il y a vraiment une situation d'urgence, vous êtes urgentiste, et vous avez le choix. Soit vous avez le moyen de laisser mourir 100 personnes, soit vous pouvez tenter, à une chance sur deux, que soit personne ne meure, soit que 200 personnes meurent. Ouais. Est-ce que vous allez préférer laisser mourir 100 personnes à coup sûr, ou avoir une chance sur deux, personne meurt, ou 200 personnes meurent? Ce qui en moyenne est équivalent d'un point de vue statistique. Ça fait 0, 100 ou 200. Il y en a un, on ne sait pas si ça va être. Voilà, il y a une chance sur deux que ça soit 0 ou 200, ce qui fait en moyenne 100. Oui. Et l'autre, c'est 100% que ça soit 100. Mais il y en a 100 qui meurent, quoi. Mais il y en a 100 qui meurent. Alors, qu'est-ce que tu choisis, ça dépend comment on le regarde, effectivement. Est-ce qu'on va être sûr qu'il y en a 100 qui meurent? Ah oui, t'es sûr que. Bah voilà. Ou tu peux te dire, il y a peut-être 0 ou peut-être 200. Alors, toi, comme ça, là, si je te mets sous pression, tu choisis quoi? Ah, punaise. 1, 2, 3. Une chance sur 2. Toi, tu prends la partie risquée. Toi, tu es dans les gens aventureux. La majorité des gens vont être comme toi, vont prendre le risque dans cette situation parce qu'on a la perspective que personne ne meurt, alors que de l'autre côté, on a la certitude qu'il y ait une perte. Quand on est sûr qu'il y a une perte, on va plutôt prendre le risque de ne pas en avoir, quitte à doubler la perte. À l'inverse, je te demande maintenant d'imaginer que tu peux sauver 200 personnes, à coup sûr. Mais
L'autre option, tu dois choisir entre ça, être sûr d'en sauver 200, ou avoir une chance sur 2 d'en sauver 400 ou d'en sauver 0. Donc au total, il y a 400 personnes qui arrivent te voir, qui sont tous malades. C'est la même chose que tout à l'heure, x2, quoi. Voilà, soit tu es sûr d'en sauver 200, soit tu as une chance sur 2 de sauver tout le monde, mais tu as aussi une chance sur 2 que tout le monde meurt. Ah, punaise. On a déjà joué avant ou pas, du coup? C'est le deuxième coup qu'on joue? Non, c'est un cas une autre nominal aussi. situation. On va rester cohérent alors, parce que on va reprendre une chance sur 2. Ok, donc du coup, tu t'assois sur la possibilité certaine de sauver 200 personnes, en fait. Tu prends le risque que tout le monde meure. Ouais. Alors là, pour le coup, t'es aventureux et téméraire, mais la plupart des gens, ils sont prudents. La majorité des gens qui répondent, je sais pas ce que vous pensez en nous écoutant, ils vont plutôt préférer sauver les 200 personnes, d'être sûr d'en sauver 200 plutôt que de prendre le risque que finalement tout le monde meure. Alors pourquoi ? C'est parce qu'en fait, selon comment on tourne les choses, ça s'appelle la théorie des perspectives pour ça, notre prise de décision va être orientée vers le risque ou vers la sécurité. Si on oriente le problème vers des gains ou vers les pertes, ça va changer. C'est-à-dire que si on oriente vers les gains, on va plutôt choisir la sécurité. On va choisir d'être sûr de gagner ce qu'on a. Si on est orienté vers les pertes, on va plutôt prendre le risque parce qu'on ne veut pas être sûr de perdre. C'est la version à la perte, en fait. On a toujours peur de perdre. En fait, c'est plus dur de perdre 2 euros que de gagner 100, quoi. Bah, on préfère prendre le risque, du coup, de rien perdre du tout. Voilà. Oui. Et au Yams, c'est un peu ça. Des fois, est-ce qu'on relance pour compléter une ligne plus intéressante que celle qu'on a, ou est-ce qu'on assure celle qu'on a déjà? Et à l'inverse, est-ce qu'on relance, mais du coup, là, il y a le risque de devoir barrer une ligne et du coup d'avoir 0, quoi. Ça peut être des fois du tout ou rien. Alors attention, cette théorie, elle est valable que si les deux options sont statistiquement à peu près équivalentes. C'est-à-dire que là, à chaque fois, en moyenne, si on fait la proba, comme tu as une chance sur 2 d'avoir 400, ça fait en moyenne 200, et 100% de chance d'avoir 200, ça fait 200. Si je te dis à l'inverse, tu préfères gagner 100 euros ou avoir une chance sur 2 de gagner 1000 euros, normalement, on choisit plutôt l'option à 1000 euros parce qu'en moyenne, ça fait 500. Ah bah ouais, j'aurais pris les 100 euros... sûr. T'aurais assuré les 100 euros. Alors ça, c'est effectivement de la psychologie sociale. Donc en général, c'est des effets où on observe des tendances. Si on interroge 100, 200, 1000 personnes, on va avoir des tendances qui se dégagent. Et là, tu vois, sur 100 euros version 1000, je pense qu'il y a 80% des gens, s'ils réfléchissent bien et que tu les mets en situation réelle, ils vont tenter le coup des 1000 euros. C'est mon côté auvergnat, ça, en fait. Le pouce qui fait pivot, les doigts qui font râteau. En fait, cette théorie, elle est bien, mais en pratique, elle marche pas vraiment. Ou en tout cas, il y a plein de choses qui basculent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des effets de concurrence qui vont nous pousser au risque. C'est-à-dire que si on joue tout seul au Yams, quand on fait du solo, on va peut-être prendre les options un peu plus rationnelles, aller sur s'assurer. Mais maintenant, imagine qu'on joue ensemble, et puis moi, j'ai fait 9 points. On s'en fout du jeu. Moi, j'ai fait 9 points. Toi, tu as le choix entre être sûr de faire 8, donc 1 de moins que moi, ou avoir une chance sur 2 de faire 10, ou 0. Donc en moyenne, c'est bien inférieur parce que tu peux faire 10, mais tu peux aussi faire 0. Donc en moyenne, tu vas faire 5. Qu'est-ce que tu choisis ? Si on joue qu'à 2, clairement, j'essaie de faire 10 parce qu'entre faire 8 ou faire 0, je suis toujours deuxième. Exactement, donc là, ça va vraiment nous pousser pour le risque. Alors si on joue à 2, d'autant plus, mais même si on joue à 3, des fois, il y a quelqu'un autour de la table qu'on a vraiment envie de battre. Lui, on ne veut pas le laisser gagner. Donc du coup, on peut des fois avoir des effets de concurrence comme ça, où finalement, on ne prend pas du tout le choix le plus rationnel, et où on va avoir cet effet de concurrence qui nous pousse au risque. Il y a aussi l'effet de rareté. Ce qui est rare paraît avoir plus de valeur. Donc ils ont fait des tests comme ça, avec des cookies dans des bocaux. Il y en a, on en met beaucoup, d'autres, il en reste plus beaucoup dans le magasin. Voilà, ce qui est rare paraît plus désirable. Et donc, par exemple, quand on joue au Yams, le Yams, ça paraît plus rare, et c'est réellement plus rare à faire. Et donc, des fois, c'est pas toujours la stratégie la plus payante d'essayer à tout prix de faire le Yams ou de partir là-dessus. Par exemple, si on a un full dès le premier lancer, si c'est un full avec des bonnes valeurs, des fois, c'est mieux de le garder. Mais cet effet de rareté fait que peut-être des fois on va aller prendre le risque de se dire ouais mais le Yams c'est plus rare donc ça doit valoir, et on surestime les points que ça va nous rapporter par rapport au full, alors que l'écart est peut-être que de 15 points et que si on rationalise ça, une machine elle prendrait pas du tout cette décision, mais cet effet de rareté on y est assez sensible. Donc ça, c'est la première un petit peu chose, la prise de décision qu'on peut retrouver. Tu nous as parlé aussi tout à l'heure un peu de certains jeux comme le Kero où il y a du stop ou encore, c'est-à-dire on doit s'arrêter de lancer ou continuer à lancer. Donc la prise de décision, elle est stimulante en soi. Et là, le stop ou encore, c'est une prise de décision qui a une connotation un peu particulière. Parce qu'il y a un côté excitant. On est partagé entre l'espoir d'un gain potentiel, qui est toujours un peu générateur d'adrénaline. Et puis, il y a le risque de tout perdre, souvent. Des fois, dans les stop ou encore, c'est qu'on peut tout perdre. Et alors, par rapport à ça, on est un peu tous inégaux parce qu'on peut être victime à plus ou moins forte dose du biais d'optimisme.
Le biais d'optimisme, c'est quoi? C'est qu'en fait, on surestime nos chances par rapport aux statistiques réelles, même si on les connaît. Ça va concerner tous les sentiments de dire, ouais, aujourd'hui, je suis en veine. Là. Et alors, au YAM, c'est ça. Des fois, on dit, allez, j'ai quasiment aucune chance de le faire, le YAM, mais on le tente quand même. Parce qu'on dit, aujourd'hui, je suis chaud. Là. J'ai les dés qui sont avec moi, c'est mon jour. Toutes les petites choses comme ça, c'est le biais d'optimisme qui nous pousse à prendre des risques un peu irrationnels, même si, heureusement, c'est que du jeu de société. L'œil de taupe. C'est ça. Et puis il y a un autre effet aussi qui joue dans le stop ou encore un peu, c'est l'effet Zeigarnik et le fear of missing out. Ça, c'est deux effets. Le FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose. Alors c'est une théorie qui a plutôt été développée sur les réseaux sociaux, peur de rater quelque chose. Ça se joue un peu aussi sur les dés. C'est-à-dire que si on s'arrête au bout de 2 lancers, on se dit mais peut-être le 3e, j'aurais pu avoir mieux. Donc on a peur de passer à côté de quelque chose et ça nous pousse au risque. Et l'effet Zeigarnik, c'est un effet plus qui touche la mémoire, c'est qu'on retient plus les tâches qu'on a laissées inachevées que complétées. C'est comme si le fichier restait ouvert dans notre tête. Quand c'est achevé, on s'en rappelle moins que les inachevés. Donc c'est-à-dire que quand on va repenser au coup qu'on a joué avant, on va à chaque fois penser où finalement j'aurais dû relancer. J'aurais dû relancer, j'ai lancé qu'une fois. On a cette sensation un peu de... C'est une charge mentale en fait. Ouais, puis on a l'impression de pas avoir vraiment achevé le truc parce qu'on avait 3 lancers, on n'utilise pas tout, donc ça nous pousse quand même à les utiliser quoi. Ces 3 lancers quoi. C'est chiant de faire un full dès le premier coup. C'est vrai. J'ai pas usé le forfait quoi. Tu parlais tout à l'heure de sensation d'adrénaline quand on perd. Et ça c'est l'effet de dissonance cognitive en fait. C'est une sensation désagréable qui apparaît quand il y a un écart entre ce qu'on espérait et le résultat réel. Ça peut nous pousser au raisonnable, mais parfois marcher à l'envers. Alors, un petit test qui peut être vicieux quand tu joues avec quelqu'un. Par exemple, tu t'arrêtes au 2e lancer, et puis tu te dis, allez, je vais lancer le 3e, mais juste pour voir. Il comptera pas. Ouais. C'est pour voir ce que j'aurais fait. Puis alors là, si tu fais un Yams, t'es dégoûté, quoi. Et tu t'en veux, et tu te dis, mais mince, oh là là, ça c'est la dissonance cognitive, quoi. Je l'aurais fait, il suffisait que je relance, quoi. Est-ce que c'est pas une façon de fermer le fichier, en fait? Alors ça peut faire fermer le fichier sur l'effet Zeigarnik, mais par contre, ça te renforce dans l'idée que t'aurais dû continuer. Donc la fois d'après, en fait, tu vas... C'est la spirale, quoi. Et à l'inverse, il y a des fois, tu vois, tu joues à un jeu, t'as fait une petite erreur de règle ou t'as pas pensé à faire un truc. Des fois, à la fin, pareil, tu te dis, tiens, et si j'avais fait cette action-là, est-ce que j'aurais gagné? Quand tu vois que tu as quand même perdu, tu te sens mieux. Tu te dis, bon, ça va, mon erreur, ça m'a pas coûté la victoire, quoi. Ou même j'ai gagné en ayant fait une erreur. Quoi. Voilà. Alors qu'à l'inverse, tu te dis, vraiment, cette erreur, après coup, elle m'a coûté la victoire. On n'est pas très bien, ça, c'est le sentiment de dissonance cognitive. Donc, en un mot, ces jeux du Yams et les autres jeux qu'on a cités, Captain Flip, Kero, les Châteaux de Bourgogne, ils vont faire vraiment appel à un mécanisme qu'on appelle l'adaptation. Et ça, c'est le facteur clé, en fait, qui les relie. C'est que le but, c'est pas de rester trop focus sur le plan de départ qu'on avait, parce qu'il y a une part un petit peu d'aléatoire amenée par les dés ou les tuiles. Ça nous met dans un dilemme permanent, en fait, entre sécuriser, prendre des risques, tenant compte de ce que font les autres aussi. Et donc ça mobilise beaucoup notre flexibilité mentale. Faut tenir compte de l'incertitude liée au jet de dés pour réadapter ses plans en permanence. Si on reste bloqué sur son plan de départ, souvent dans ces jeux-là, on va perdre, parce qu'on va persévérer dans une voie qui est pas la bonne. Et puis, il faut arriver aussi à se retenir, quoi, ce qu'on appelle l'inhibition, parce que des fois, nos émotions nous poussent à aller au-delà du raisonnable. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Maintenant, on va passer au débat, à la question qui nous brûle les lèvres. Y a un débat qui pose question. Pour ou contre le dé cassé? C'est quoi la règle du dé cassé? En fait, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'un dé il est cassé? Alors, moi, je suis assez tranché. Pour moi, les cassés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Non. Si on est honnête, avec un dé 6 faces, Julien, ça n'existe pas. Si tu veux, pour moi, un dé... vas-y, commence avec tes arguments. Non, j'ai l'impression que tu n'es pas d'accord, donc c'est intéressant. Alors, moi, j'ai joué avec des gens, alors je n'étais pas d'accord avec eux, où dès que le dé, la face du dé n'est pas parfaitement parallèle à la table, là, c'était cassé. C'est-à-dire juste il est un petit peu sur le bord, c'était cassé. D'accord. Ça, c'était insupportable. Ouais. Donc je leur ai cassé le nez. D'accord. Réaction tout à fait logique. Par contre, il y a des fois, il y a vraiment le dé, il est cassé. On ne sait pas quelle est la valeur qui est affichée. Elle est entre deux, quoi. Alors, c'est là-dessus. Rare, quoi. Ouais, c'est là-dessous. Je suis pas d'accord parce que déjà, après, si tu pars là-dedans, il n'y a plus de limite, quoi. Ça va jusqu'au point de vue qui dit il n'est pas tout à fait droit. Alors après, tu peux aller sur il a mal roulé aussi. C'est vrai, ça, le nombre de roulés. Ouais. Est-ce que je pose le dé ou... Surtout. Si t'es de bonne foi, il a quand même toujours une face qui est un peu plus à l'horizontale que les autres. Franchement, pour qu'il soit en équilibre, pile poil entre deux faces,
C'est rare. Tu lances sur le Monopoly et tu tombes sur une maison, sur un hôtel, et il se positionne en losange. Oui, t'es tout à fait de bonne foi, je vois ça. Mais non, pour moi, il n'y a pas de cassé, parce que c'est trop... finalement, pour moi, c'est un peu de la mauvaise foi, le cassé, et puis après, tu pars dans des trucs, surtout avec les enfants. C'est souvent que le cassé, c'est quand même sur un jet pourri. Quoi. On est d'accord, ouais, parce qu'après, tu pars sur Skull Ivo quand il est tombé par terre. Alors ça aussi, c'est une vraie question, en fait. Ah Est-ce oui. que ça compte quand c'est tombé par terre? Bah, Il faut se mettre d'accord dès le début. Ça dépend ce que t'as fait comme résultat. C'est vrai. Moi, je considère plutôt que si tombé par terre, on relance. Et est-ce qu'on relance tout ou est-ce qu'on relance juste celui qui est tombé par terre? Ah, bah moi, comme je fais pas de cassé, je peux pas te répondre. Pour T'en moi, mets pas par terre. Tu gardes... ceux qui sont par terre... Est-ce que tu relances que celui qui est par terre ou est-ce que tu moi, en relances fait, on le dira dans l'atelier MacGyver à la fin, moi j'ai des pistes 2D ou des tours à dés. Franchement, c'était le premier cadeau que j'ai fait à la maison parce que j'en avais marre à ma famille, parce que voilà, j'en avais marre que les dés tombent par terre. Puis il y a des spécialistes en plus du lancer de dés, soit qui renversent la moitié du plateau, soit qui partent à l'autre bout de la pièce. Donc non, non. On en parlera après avec Dice Stone. En fait, il y a un petit godet où tu lances des dés, après faut que tu tapes le godet sur la table, et des fois il y a un dé qui dégage du godet. Quoi. Ah ouais. Et là, on a tendance à tout relancer. Quoi. Alors après, si on veut apaiser un peu les ménages, faut se mettre d'accord avant. Voilà, faut se mettre d'accord avant. Ce qui est un peu pénible forcément, c'est que quand c'est à géométrie variable. Mais bon, si on se met d'accord, quand ça tombe par terre, on le relance quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat. Ouais, mais est-ce qu'on relance tout aussi? Là, on relance tout. Bah pareil, faut décider avant quoi. Ouais. Faut presque faire. Alors, le mieux c'est de jouer avec un juriste ou un huissier et puis de faire un truc au début. Moi, je fais tout le temps ça. Ouais, moi je pense que je vais en arriver là aussi. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute surtout pas. Tu n'es pas une Madeleine. Alors la Madeleine, c'est une rubrique où on vous parle d'un souvenir chacun en lien avec une partie ou un moment autour du jeu de société et si possible en lien avec le thème du jour. Si on y arrive. Can't Stop avec Arnaud, qui est un copain. Et le Can't Stop, alors je suis obligé de préciser un petit peu les règles pour pouvoir contextualiser l'anecdote. Donc le Can't Stop, c'est un jeu compétitif. Et c'est intéressant parce que c'est un jeu où on joue surtout contre soi-même, c'est totalement en lien avec ce que tu disais avant. À savoir, on lance 4 dés. Sur les 4 dés, on doit faire 2 paires de dés. Et ensuite, on doit utiliser le résultat pour les faire monter les marqueurs sur une piste. Et donc, il y a une piste pour chaque valeur de dé possible, donc de 2 à 12. Et la longueur de la piste dépend de la probabilité de la valeur du dé. Donc, si vous avez bien suivi depuis le début... Normalement, vous savez qu'il y a des pistes plus faciles. C'est ça. La piste 7, c'est la plus longue. À l'inverse, la piste du 2 et de 12 sont les plus courtes. Le but, c'est d'arriver à faire progresser les marqueurs, sauf qu'à chaque tour, on n'a que 3 marqueurs à disposition. C'est toi qui décides si tu arrêtes de relancer ou pas. Tu peux continuer à jouer tant que tu arrives à faire avancer les marqueurs. C'est vraiment la mécanique du stop ou encore qu'on a vu. Et si jamais tu n'arrives pas à faire avancer un marqueur, patatras, tu perds toute ta progression accumulée pendant le tour et c'est au suivant de jouer. Sinon, tu arrêtes de relancer et tu sauvegardes ta progression. Il y a vraiment ce mécanique-là qu'on décrivait. Ce que j'aime, c'est que tu joues contre toi-même plus que contre les autres. Et donc le but, c'est d'arriver en haut d'au moins 3 pistes. Qu'a fait ce bon Arnaud dans Arnaud, cette partie alors Arnaud, je le soupçonne de pas être très très fort en probabilité. D'accord. Ou d'avoir fait exprès de s'adapter à ton niveau. Je sais pas. En fait, moi, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est quand les autres jouent, c'est de les pousser, en fait, de dire « Ah, allez, relance, là, ça se tente, et vas-y, quoi. » de façon à ce qu'ils se gamellent. Donc, ouais, tu peux louer des pom-pom girls derrière, ou des un peu des Chip and Dale, ou n'importe quoi qui viennent. Ce que tu disais, ouais, je suis en veine, là, je pense que t'es en veine, vas-y, relance. Et le but, c'est de les chauffer jusqu'à ce qu'ils relancent et qu'ils perdent toute leur progression. Et donc, Arnaud était sur un... Alors, je sais plus quelle combinaison il avait, mais en gros, il avançait sur le 4, le 5 et le 11, quoi. Des trucs... assez rare. Et donc je le chauffais, je dis vas-y, je pense que ça passe, et donc il devait dire il s'y connaît au jeu, je vais faire comme il dit. Et il lançait les dés, et à chaque fois il y avait une des combinaisons qui sortait, ce qui fait qu'il a réussi à conquérir même 2 colonnes. Après avoir conquéri une colonne, il a continué à lancer, il a réussi avec ses 4 et son 5, il t'avait dit qu'il était en veine, hein. C'est moi qui lui disais que j'étais en veine, vas-y. Mais en fait, t'as peut-être un don de voyant, en fait, c'est peut-être ça. Donc ça s'est retourné contre moi, en fait, je l'ai chauffé pour que ça avance, et au final il a gagné, parce qu'il a réussi à faire avec des combinaisons assez improbables, à réussir. Et il a quitté la table en disant il est facile ce jeu, Julien. Exactement. Faut juste lancer des dés, quoi. Super, écoute, moi de mon côté, c'est un souvenir en lien avec le Yams, parce que en fait le Yams, j'y ai repensé, c'est un jeu que je suis pas sûr que si tu me proposes une partie, j'aurais très envie. Par contre, c'est un jeu où
j'ai d'excellents souvenirs avec ma grand-mère, qui s'appelait Huguette, et qui m'a initié à beaucoup de jeux de société, dont le Yams. Et le Yams, vraiment, avec elle, c'était super cool. Pourquoi ? Alors, c'était sérieux. Hein. Quand tu jouais avec les grands-parents, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure du côté, la vision que les jeux, c'est enfantin, tout ça. Mais moi, j'avais une grand-mère qui jouait aux jeux. Effectivement, par contre, c'était un truc d'adulte, quoi. C'était sérieux. Puis, on parlait pas à la blotte, quoi. Voilà. Et puis, les jeux de cartes dans les familles, des fois, les anciens, ils jouent ça. C'est pas on rigole pas, quoi. Et donc, du coup, le Yams, c'était un peu ça. Alors, fallait pas tricher, ça c'est clair. Et puis, alors, il n'y avait pas de décassé. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu, tu vois, j'en suis encore traumatisé. Bon, elle avait aussi les pistes de dés. Hein, ronde là où on peut quand même lancer, où normalement si tu fais des cassés là-dedans, franchement faut vraiment être s'il est sur le rebord quand même, tu vois. Ouais, bah voilà, et bah ça comptait pas ça. Ce qui était chouette en fait dans les parties avec elle, c'est que finalement ça me refaisait penser que le plaisir d'un jeu, il est quand même très lié aussi des joueurs avec qui tu joues. Et elle avait vraiment un plaisir communicatif à jouer. Et c'est vrai que maintenant quand je joue encore à des jeux, des fois finalement mon expérience elle est vraiment affectée s'il y a des gens qui râlent autour, ou si les gens aiment pas le jeu, ou voilà. Et toi aussi ça va affecter ton expérience et du coup le fait que t'aimes ou pas le jeu. Donc c'est bien de le tester des fois le jeu avec plusieurs publics en fait pour savoir s'il plaît. Je sais que moi j'adore les jeux de gestion, mais j'ai essayé avec des gens qui sont plus jeux d'ambiance et c'est un enfer en fait la partie. C'est ça, alors que le jeu tu l'aimerais bien par ailleurs. Ouais, je l'adore, mais je veux pas le jouer avec des gens qui sont pas faits pour ou qui ont pas envie, quoi. C'est ça. Et du coup le Yams en fait ce qui était chouette c'est que elle parlait aux dés. Ah ouais. Donc elle me disait, elle les frottait, puis avant de les lancer, elle disait alors tu vois faut appeler parce que si t'appelles pas les numéros que tu veux ils sortiront pas. Faut leur parler gentiment. Donc quand je faisais des mauvais lancers, elle me dit bah oui mais tu vois t'as pas été assez gentil avec eux. Moi je dis à mes enfants qu'ils sont pas assez concentrés, ils ont pas réfléchi en lançant les dés. Tu vois voilà, c'est des bonnes valeurs à comme Didier Super il disait que les pauvres ils réfléchissent pas avant de cocher les cases au loto, c'est pour ça qu'ils gagnent pas, quoi. Exactement, tu vois c'est la même chose. Donc voilà, il y avait vraiment ce côté allez j'appelle les petits 6, venez là mes petits 6, et puis on les lançait et puis et c'est 6 et pour elle avait vraiment l'impression que ça marchait, hein. Okay. ça m'évoque quelque chose. Alors, j'ai pas réussi à trouver de source là-dedans, mais j'ai le sentiment on peut quand même arriver à piloter un petit peu les dés. Je me dis à force de faire du lancer, de savoir combien de temps faut le laisser rouler, le laisser dérouler dans ta main pour la puissance à donner. Alors, à la phase que tu veux. J'ai rien trouvé qui corroborait ça. Soit tu bascules gravement dans l'ésotérisme et non, alors moi c'est plus... ou alors t'as raison. C'est plus de l'intuition en fait, tu vois, de se dire à force de lancer des dés, t'as une espèce d'intuition qui se développe où tu sais à peu près le mouvement qu'il faut donner pour arriver, en regardant la phase de départ, de savoir à peu près la phase d'arrivée. Alors soit c'est effectivement une réelle analyse cognitive empirique où ton cerveau a retenu tellement d'expérience, on en parlait dans les précédents épisodes, et que du coup en fait t'as intériorisé un peu des statistiques. Sur selon comment le départ, effectivement il y a peut-être des probabilités différentes selon de comment on le tient dans la main au départ, etc. C'est d'ailleurs pour ça que depuis très longtemps on a inventé les tours à dés, on en parlera après. Soit c'est ça, soit c'est des effets de biais cognitifs où en fait de la même manière qu'on se dit on est en veine ou si je le lance comme ça va faire ça, parce que pareil on a aussi le biais de confirmation d'hypothèse, c'est-à-dire que on retient plus les moments où tu avais prévu un 6 et il est sorti, tu te dis bah tu vois je le sentais, alors que les fois où ça marche pas on les retient moins. Il y avait une partie à Nemesis où les résultats qu'on lançait, c'était ceux qu'on voulait. Oui, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des fois des parties où il y a des choses incroyables et ça tient aussi à la loi des probabilités qui est beaucoup plus froide et aléatoire que l'esprit humain ne l'imagine. L'esprit humain imagine que le dé, il va tomber autant de fois sur chaque phase, alors que la probabilité, c'est pas ça. Si tu le lances 12 fois, ce serait extrêmement rare qu'il tombe 2 fois sur chaque face. Alors que l'esprit humain imagine que c'est ça, être équilibré. Mais c'est vrai. Donc voilà, les Yams avec ma grand-mère, franchement, si je pouvais encore en faire, il n'y aurait pas de souci. Par contre, sinon, c'est pas un jeu que je rejouerais avec énormément de plaisir au-delà de ça. Je sais pas, moi je l'ai installé sur le téléphone pour l'émission et j'ai rejoué. Et c'est intéressant quand même. Hein. Ce que j'aime, c'est le choix entre deux chemins. Soit tu cherches à faire des suites et tu vas pas garder les mêmes dés, soit tu cherches à faire des combinaisons et tu as des choix quand même à faire. Je pense que son succès est pas anodin, hein. Faudrait que je m'y remette et puis peut-être qu'on parlerait au dé tous les deux. On fera l'homme qui murmurait à l'oreille des dés. On va passer maintenant à la bonne occasion du mois. Il est l'heure de se réveiller. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Alors, si ça vous ennuie pas, je vous en demanderai $20. Et moi, je t'offre la vie. Ça te va? Vous faites une affaire. La bonne occasion du mois, c'est une rubrique dans laquelle on vous présente un jeu
qu'on peut trouver d'occasion à peu près la moitié de son prix neuf. C'est ça qu'on appelle, nous, une bonne occasion. Au moins 40% de moins que le prix du neuf. Et si possible, un jeu qu'on aime bien. Quand même, mieux. si vous Un bon jeu. une occasion intéressante sur le plan financier, mais qui est nul, on n'en parlerait pas. Par contre, c'est aussi un jeu qu'on essaie de rattacher au thème du jour. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai trouvé un jeu qui se trouve pas cher et que tu connais et que t'aimes bien. Et que je possède. Et que tu possèdes. Donc, bon, je vends à moitié prix, si vous voulez. et qui s'appelle Dice Town. Tu nous en parles ? Dice Town, c'est un jeu d'un duo magique qui s'appelle Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Donc, c'est les mêmes auteurs que Cyclades et Mr. Jack. Il est illustré par Pierrot, qui faisait déjà Kero tout à l'heure. C'est édité chez Matago. C'est sorti en 2009. Ça commence à dater un peu. On peut y jouer de 2 à 5 joueurs pour une durée de partie d'environ 45 minutes. C'est du familial. Et il se vend toujours. Neuf. Le jeu, moi, je trouve qu'il se situe à parfaite distance entre le Yams et le poker. En fait, il y a vraiment 2 phases dans le jeu. Il y a une première étape où tous les joueurs lancent leurs 5 dés en même temps, mais de façon secrète. On a un petit godet chacun, et on regarde ce qu'il y a dedans, et ensuite on choisit le ou les dés qu'on souhaite conserver. Donc conserver un dé, ça coûte rien, c'est gratuit. Par contre, conserver plus d'un dé, ça coûte $1 par dé supplémentaire. Et une fois que tous les joueurs ont sélectionné un ou plusieurs dés, on les révèle tous, et on voit ce que les autres ont gardé surtout. Donc c'est un jeu, on joue en simultané. On joue en simultané, donc c'est pour ça que c'est vachement bien. En fait, on s'ennuie jamais. Et on répète l'opération jusqu'à ce que tout le monde ait sélectionné la totalité de ces dés. Et la deuxième phase, on va regarder qui a le plus de dés dans chaque valeur. En gros, il y a 6 valeurs, parce que c'est des dés à 6 faces. Et chaque valeur correspond à un emplacement sur le plateau. Et chaque emplacement apporte une récompense. Donc il y a un peu un effet de majorité. On va pouvoir se placer sur le plateau en fonction de si on a la majorité des symboles du lieu correspondant. Exactement. En fonction de ce qu'ont gardé les autres, on peut voir où est-ce qu'ils ont choisi d'aller. Donc soit on essaie de les doubler, soit on essaie d'aller se mettre sur un autre emplacement. C'est-à-dire qu'on voit au fur et à mesure ce que les gens gardent. Ouais, ça influe sur les dés qu'on va choisir de conserver. Donc le but, c'est pas forcément toujours de faire la meilleure combinaison dans l'absolu, mais c'est surtout de faire une meilleure combinaison que les autres. Ça me rappelle la blague du tigre, je sais pas si... Ah, je la connais pas. En fait, c'est 2 gars qui sont dans la forêt et ils se retrouvent face à un tigre et il y en a un qui commence à tout doucement à mettre ses baskets et l'autre commence à lui dire mais ça sert à rien, tu courras pas plus vite que le tigre. Et il lui dit non, mais je veux courir plus vite que toi, quoi. Ouais, si en fait je la connaissais, mais elle est vraiment bien. Et en fait, c'est un peu cette idée-là de dire je vais essayer de faire mieux que l'autre et peu importe ce qu'on fait, quoi. L'important, c'est de faire mieux. Donc ça, c'est déjà très rigolo en soi, je trouve, cette idée, cette espèce de course à la récompense. Il y a un autre truc très très rigolo, c'est un peu la cerise sur le cajot, en fait, c'est le rôle du shérif. Le shérif, c'est lui qui brise les égalités. Ah oui, donc c'est un rôle hyper important parce qu'il doit y en avoir quand même beaucoup d'inégalités. C'est ça, plus on est nombreux et plus il y a d'égalités. Et le shérif, il est incontournable et surtout, il peut être soudoyé. D'accord. Donc il y a un peu de commerce aussi, on peut se donner de l'argent pour soudoyer le shérif. Exactement. Donc le shérif, fait partie des récompenses. Donc on peut se batailler pour le rôle de shérif. Et même s'il y a 2 joueurs à égalité pour obtenir le rôle du shérif, c'est le shérif qui va décider. Qui devient shérif. Donc si c'est toi, tu décides pour toi. Oui, c'est un avantage pour rester shérif finalement. Ouais, c'est ça. À nombreux, c'est très souvent qu'on se fait soudoyer. À 2 ou 3 joueurs, c'est assez peu, mais ça permet d'avoir un petit avantage quand même pour récupérer plus de récompenses. Et toi, tu dis que du coup, tu préfères jouer à nombreux à ce jeu-là ? C'est pas tout à fait le même jeu à 2 ou à 5, mais les deux sont hyper intéressants. À 2, il est peut-être un petit peu long vers la fin. C'est peut-être pour ça que on le retrouve sur le marché de l'occasion, c'est une hypothèse. Par rapport au jeu sorti en 2025, 45 minutes, ça peut être un peu long pour un jeu un peu familial. Mais il y a quand même moyen de corriger le défaut. Si vraiment on trouve que les parties s'éternisent un petit peu, on peut réduire les 2 conditions de fin de partie. Donc savoir acquérir toutes les propriétés ou avoir toutes les pépites. Il suffit de mettre moins de propriétés, moins de pépites. Et ça rapproche la fin du jeu. À 2, on est plus sur une course un petit peu pour récupérer des points. Et il y a aussi un truc où on peut se piquer des cartes qui donnent des points. Ah oui, donc en plus, qui est acquis n'est pas toujours acquis, quoi. Il y a quasiment rien qui est acquis définitivement, et puis il y a une grosse carte qui vaut 8 points, donc on a tendance à laisser de se la choper, parce qu'une fois qu'on l'a... Ouais, donc non seulement on joue tous en même temps, et c'est un jeu qui a quand même pas mal de rebondissements. Exactement. Donc voilà, donc c'est très très familial, il y a du dilemme à chaque lancer de dés. Lors de la résolution, ça peut queener assez fort, car certains lieux permettent de piquer des points, ce que je disais aux adversaires, plus le rôle du shérif qui donne une assez ambiance western spaghetti à l'ensemble avec cette notion de corruption. Un petit mot sur l'extension. Je trouve qu'à 2, je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. En fait, l'extension, elle rajoute une 2e récompense sur les lieux. Donc il y a 2 récompenses. Donc à 2, on n'a accès qu'à une des 2 forcément. Et à 3, en fait, il y a un côté... tu es quasiment sûr de gagner une récompense quand tu vas sur le lieu. Par contre, à 4 ou 5, c'est intéressant parce que c'est très souvent qu'il y a des gens qui n'ont aucune récompense. Donc, il y a un système de bad luck, de dire... tu as quand même un petit lot. Mais en fait, en mettant la double récompense,
t'optimises les chances d'avoir quand même quelque chose, d'être en deuxième position. Ouais, donc ce que tu conseilles, c'est plutôt d'utiliser l'extension à nombreux et à 2 joueurs de rester sur la version classique. Même à 3 joueurs. À 3 joueurs aussi, je trouve ça pas très bien. Ouais, à partir de 4-5, quoi. Ouais, 4-5, c'est bien d'avoir l'extension. À 2-3, le jeu de base suffit. Et donc, effectivement, c'est un jeu, pour le coup, qui est encore vendu neuf, comme je disais, et qui se retrouve autour de 35-40 € selon les vendeurs. Et vraiment, d'occasion, on le trouve à 20 € maximum, voire parfois des offres à moindre prix, 10-15 €. Les meilleures affaires, c'est parfois aussi quand on trouve le pack où il y a l'extension inclus avec, ou là, des fois à 25 € pour avoir les deux. Un peu plus rare, mais rien que déjà le jeu de base pour 20 €, vraiment un Catalamo blanc à ce prix-là, ça ne se refuse pas. C'est ça. On passe à présent à notre dernière rubrique, l'atelier de Mike Gaver. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce concept, cette chose? Tu expliques? Cette rubrique Atelier MacGyver, c'est une rubrique dans laquelle on vous propose un petit tips, un petit outil, un objet ou une technique que nous on trouve sympa à utiliser autour du jeu de société. Et donc aujourd'hui, il y en a Julien, 2 même. Oui, alors moi j'en ai une petite sur les pistes 2D, les tours AD, et puis toi tu as fait une expérience incroyable. Alors il y a 2 choses en fait. Il y a déjà il y a un épisode de MacGyver qui s'appelle Le Casse au Casino, qui est le 7e épisode de la première saison, où MacGyver nous explique comment piper des dés. Ah ok. On le voit dans un casino. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il veut gagner. J'ai eu la flemme de regarder l'épisode entier. Ouais, parce que sinon c'est pas trop un tricheur d'habitude, mais là il doit y avoir un gros enjeu. C'est ça. Très humanitaire. Pour sauver une jeune fille en détresse. Ou un jeune garçon. C'était une jeune fille là, dans l'épisode, mais peut-être un jeune garçon, on ne sait pas. Pour piper des dés et tricher au craps. Au craps, Julien. Au craps. Ah ouais, c'est tout faux quoi. Bon bah je m'en vais. Donc il a de la poudre corrosive dans la poche. Donc il va aux toilettes avec 2 dés. Il commence à mettre de la poudre corrosive sur une brosse à chaussures qu'on trouve dans les toilettes au casino. C'est une espèce de machin en toupie quoi, qui tourne et tu mets ta chaussure dessous et ça cire ta chaussure. Avec la brosse à la toilette classique. Hein, c'est vrai. Je sais pas si ça fait la même odeur, mais je ne sais pas. Donc tu mets de la poudre corrosive, tu fais tourner et tu frottes les dés pour user les arêtes. Ok. Et après, donc il fait des essais, on le voit faire des essais jusqu'à obtenir le même résultat à chaque lancer. J'imagine. J'ai vraiment envie de regarder cet épisode du coup. Je vous le conseille, il faut juste s'inscrire sur TF1+, là, mais c'est disponible, c'est disponible sur Internet. Ensuite, il va à la table pour jouer au craps, et puis là, tu gagnes sans vergogne. En gros, il fait 7 à chaque fois, il fait toujours 4 et 3. Les gens du casino commencent un peu à le regarder de travers. Il le laisse ramener ses dés, donc déjà, les mecs du casino, ils sont pas extrêmement vigilants non plus. C'est des dés du casino. Ah, il a piqué les dés du casino. Et oui, il va aux toilettes après avec sa poudre corrosive. Il se laisse piquer des dés, quoi. Il est malin, quoi. Ouais. Il joue, il fait tout le temps 7, il gagne. Alors après, c'est un 7, hein, c'est pas non plus un 2 à chaque fois, mais bon, il commence à avoir un peu de méfiance. Et donc, pour se débarrasser de ses dés, en fait, il dit je vais jouer une dernière fois. Donc il récupère les dés, puis en fait il échange avec ses dés pipés en fait. Et donc le truc pour s'en débarrasser, c'est qu'il a commandé un Bloody Mary, donc une espèce de boisson opaque. Un cocktail, ouais. Et il va foutre les dés pipés dans le cocktail et il rend les autres dés. Enfin, il arrive à magouiller comme ça. À rendre les vrais dés. À rendre les vrais dés. Sauf qu'en fait il se fait choper. Donc il se fait choper et puis il y a la serveuse qui revient avec le Bloody Mary où il a bu le Bloody Mary. Il y a encore les dés au fond du Bloody Mary. Ah bah il avait pas pensé à tous, MacGyver. Et oui, c'est vrai que c'est le truc con quoi. Si tu bois ton Bloody Mary, on voit qu'il y a des dés dedans. C'est ça. Et il peut être brillant, puis alors des fois je savais pas qu'il pouvait être à ce niveau-là, quoi. Il me déçoit un peu. On va peut-être changer le nom de la rubrique, quoi. Ouais. Donc voilà, cet imbécile n'a pas récupéré les dés, donc il est obligé de s'enfuir, on lui tire dessus, et tout ça. Alors, comment vérifier qu'un dé n'est pas pipé ? Oui, parce que si jamais vous invitez MacGyver à une partie de Dice-Ton, par exemple, vous avez intérêt à pas laisser aller aux toilettes, déjà. Et puis quand il revient, écoutez bien Julien pour savoir ce qu'il faut faire. Il y a 2 méthodes. Il y a la méthode mathématique. Donc là, on lance le dé un nombre significatif de fois et on voit si la répartition elle est équitable par rapport à toutes les valeurs possibles. Oui, donc bon, là par contre, ça montre qu'on suspecte un peu la personne quand même. C'est un peu long. Et puis c'est un peu long, ouais. C'est-à-dire qu'il faut faire des milliers de fois, des milliers de lancers, et puis noter à chaque fois. Enfin, faut quand même un certain nombre de lancers. C'est pas 10 fois qui nous permet de dire que c'est pipé. C'est vraiment des milliers, des milliers. Sinon, il y a une autre façon, c'est la méthode physique. Alors, comment savoir qu'un dé n'est pas pipé et bien équilibré ? Tout d'abord, je prends un récipient que je remplis d'eau, de l'eau chaude de préférence, puis j'ajoute du sel et je remue pour diluer. Alors attention, ne pas trop mettre de sel. Pourquoi ? Eh bien, s'il y a trop de sel, l'eau arrive à un état de saturation. L'eau est alors trop chargée en sel et elle n'arrive plus à se dissoudre. Le sel reste à l'état de cristaux au fond du récipient.
Alors en effet, dans un litre d'eau, on peut dissoudre au maximum 358 grammes de sel. Donc il faut compter à peu près un tiers de sel pour un volume d'eau. Une fois que la mixture est prête, vous pouvez peler 3 pommes de terre, couper 2 poireaux en fines lanières, ajouter un bouquet garni et laisser mijoter pendant 20 minutes. Vous obtenez une soupe aux poireaux totalement immangeable, car beaucoup trop salée. Sinon, vous pouvez... Là, j'étais parti sur ton truc, quoi. J'étais déjà en train de couper des poireaux, quoi. Sinon, vous pouvez jeter les dés directement dans l'eau. Et en fait, grâce au sel, les dés vont flotter et vont se positionner sur une face. D'accord. Et quand le dé est équilibré, il se positionne sur une face relativement au hasard. C'est jamais la même qui revient. Par contre, quand le dé est mal équilibré, il va se positionner toujours sur là ou les mêmes faces. Et donc là, on a besoin de pas le lancer 10 000 fois, quoi. Au bout de quelques fois, on le voit. On le voit très vite. Et donc, je me suis amusé à prendre des dés que j'avais chez moi et j'en ai trouvé un. C'est extraordinaire. Un dé qui était de mauvaise qualité. Il vient d'où ce dé ? Je crois que c'est mon fils qui l'a récupéré un truc de magie. Enfin, c'est un dé de mauvaise qualité. Et en fait, de piètre facture. De piètre facture, c'est parfait comme thème. Et il fait souvent 4. J'ai remarqué, il fait un peu 2 et un peu 1. Ah, on pourrait faire ça. Tiens, je vais lancer le dé, je vous dis le résultat. Alors, là, il fait 4. Ah ouais. Là, il fait 5. Je vérifie au fur et à mesure. mesure. 2. Il fait 3. Bon, voilà, ça ne marche pas. 4. Si, 4. Il a déjà fait 2 fois 4. 1. Oh là là. Il fait beaucoup 421, j'ai l'impression. Il fait 5, 1 à nouveau. Ah, il fait pas de 6 en tout cas. Hein. Ce dé ne fait pas de 6. Hein. 2. Ouais, bon, il fait plus de 4. Décidément. Bon, ça marchait bien à la répétition. Non, mais il a jamais fait de 6, sauf là. Ah si, il a fait un 6. Il suffit de le dire. Il suffit de lui parler gentiment. Fais-moi un 4, s'il te plaît. Et voilà, il a fait un 4. Et donc, j'ai testé pour vous Dice Stone. En revanche, j'ai pas pu tester Kero. Parce que les dés sont tellement denses, mais qui coulaient au fond. Ah oui, il faut des dés qui flottent. Ouais, c'est un peu l'inconvénient. Et pareil, j'ai testé les cartes de Captain Flip, donc elles flottent, mais après, elles se gondolent, c'est pas très pratique pour jouer. On parle de matériel un peu ? Oui, alors les dés, en fait, on en parle depuis le début de l'émission, on va bientôt conclure, mais pour les lancer, dans quoi on les lance finalement ? C'est vrai. Alors, il y a le bon vieux piste de dés un peu rigide là. Avec les bords en bois ? Ouais, avec les bords en bois ou en plastique, en tout cas. Pour jouer au Yams, souvent, moi j'avais ça. C'est vraiment un cercle avec des bordures. C'est assez grand, assez volumineux. Quand vous jouez à un jeu de société, souvent vous pouvez pas sortir ça. C'est un peu gros. Pas toujours à cette place. C'est pas toujours à cette place. Donc finalement, se sont développés depuis pas mal d'années la mode des dice tray, des pistes de dés, qui sont souvent en néoprène ou dans d'autres matières. Alors, ce que j'aime bien, c'est pour le voyage, ça, les pistes de néoprène. Oui. À la maison, j'essaie de sortir s'il y a la place sur la table, celle en bois. Ouais. Et pour le voyage, je prends ma petite liste en néoprène. Ça évite quand je joue avec les enfants qu'ils envoient les dés à l'autre bout de la caravane. Voilà, donc si tu pars en caravane. Exactement. Donc celle-ci, en fait, souvent c'est un carré, en plus qui se ferme avec des pressions dans les coins ou des aimants et qui du coup prend une forme soit rectangulaire avec les bords relevés, soit des fois en octogone. Et quand on l'enlève, ça prend pas de place. Bon, on peut la mettre à plat, presque dans une boîte de jeu même. Donc ça, c'est assez pratique. On peut aussi facilement s'en fabriquer. Vous trouverez plein de tutos sur Internet à partir d'un cadre photo. Vous pouvez faire pas cher une piste 2D. Il faut des cadres photos avec des bords assez hauts. Et j'en ai aussi vu qui faisaient des tutos avec des vieilles boîtes de CD. Pour ceux qui avant gravaient les CD, il y avait des boîtes de CD cylindriques assez grosses. Et avec ça, pareil, on peut bidouiller des petites pistes 2D pour pas cher. Et puis, il y a également un autre accessoire qui est la tour à dés. Et moi, ce que je trouvais chouette avec la tour à dés, c'est que c'est devenu un élément cosmétique de certains jeux de société modernes où maintenant, c'est des fois marrant d'avoir une tour à dés. Donc, une tour à dés, c'est quoi ? C'est une tour qui peut avoir une forme. Alors, il y en a toutes les formes. Des fois, c'est vraiment une tour ou des fois, par exemple, dans le jeu Wingspan, c'est un nichoir parce que c'est un jeu avec des oiseaux et du coup, c'est un nichoir. On met les dés dedans et ils ressortent en bas de la tour. Ça, c'est quelque chose en fait qui est hyper ancien. On a retrouvé des vieilles tours à dés de l'Antiquité. Ah oui. À Pompéi notamment, dans les fouilles ont été retrouvées des tours à dés. Il y en a plein les fouilles. Ils s'en mettaient plein les fouilles avec ça, les marchands à l'époque. En fait, on pense aussi que c'était une manière de résoudre tous ces problèmes de dés cassés, dés qui tombent à côté, peut-être les gens qui pouvaient aussi imaginer, déjà que toi, t'imagines que t'as des pouvoirs quand tu lances les dés, alors imagine quand tu jouais des grosses sommes, là ça permet d'équilibrer, de se dire on la met dans la tour, c'est plus neutre, et à l'époque c'était vu comme un peu l'objet qui permettait vraiment des lancers équitables et sans tricherie, il n'y a pas de débat sur ce qu'on l'a bien lancé, pas assez fait rouler, etc. On le met dans la tour à dés. On l'a pas juste posé en fait, j'ai ouvert la main et je le pose. Voilà, là on est sûr qu'il roule bien. Il faut au moins qu'il roule 3-4 fois pour que ça soit vraiment du hasard. Ok. S'il n'a pas roulé 3-4 fois, sinon on peut influencer. Ouais. Ouais. Et c'est un élément qui est assez joli et je trouve qu'on en trouve pas mal sur Internet de toutes formes. Il y a des trucs assez originaux. Et c'est vrai que ça donne au jeu une dimension verticale. Souvent les jeux ils sont très horizontaux. Oui, ils sont à plat. Et là ça donne du relief au jeu. Exactement. Donc ça, si vous voulez faire un peu effet auprès de gens qui connaissent pas trop les jeux de société ou qui découvrent, vous avez une belle tour à dés. Puis quand vous avez vos invités, vous sortez ça et là vraiment vous allez faire
sensation. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison, un goût raffiné qui charme toujours les invités. Les déroule tes secrets révélés sur les tapis verts sous la lueur étrange. On joue nos vies dans un silence brisé, l'adrénaline chante une douce mélopée. Tout raté, les espoirs volent en l'air, tout peut basculer sur un simple... Voilà, donc on arrive au bout de ce 3e épisode. On va remercier grandement Radio Campus qui nous permet d'enregistrer dans ses locaux. C'est ça, qui nous prête ses micros et sa table de mixage. Également, toutes les personnes qui ont pu nous faire des retours sur les 2 premiers épisodes. Bien sûr, les amis, Gaël, l'ami fidèle, qui m'aide autant qu'il râle, donc c'est dire. Il t'aide beaucoup. Eric, l'expérimenté podcaster, qui a fait un podcast What the Duck de 2015 à 2017, qui fait des retours extrêmement synthétiques et directs. Il m'a fallu à peu près, je crois, 30 scrolls pour faire son message WhatsApp. C'était hyper intéressant. Et hyper intéressant. JC, le pointilleux du son, accro au stéréo. Les précieux conseils de Bruno. Non, pas celui auquel vous pensez, l'autre. Non, pas l'autre non plus. Vraiment l'autre. Ok. Qui nous a aidé par ses critiques. Faluche et Cyril, qui sont pas en couple dans la vraie vie, mais je les cite ensemble. C'est des compères pleins d'idées. La chaîne Punchboard, pour avoir trouvé et mentionné l'apparition de notre podcast sur YouTube. C'est les premiers. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, Victoria et Karine, qui nous supportent dans les 2 sens du terme. C'est déjà un beau mérite. Et puis on a également une pensée spéciale pour nos sources un petit peu d'inspiration. Moi j'aime beaucoup le podcast On Joue-Tu, animé par Mathieu, Benji, David et Mims, et particulièrement David qui a pu m'encourager et nous encourager dans les débuts de notre podcast. Merci également à tous les autres qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous partager vos réactions et vos commentaires, soit par mail, soit en direct sur les plateformes. Et puis on vous retrouve très vite. On a l'idée d'en faire un par mois. On va essayer, quoi. Voilà, pour vous parler à nouveau des histoires de jeux. À bientôt, merci. À bientôt. Il est où ce dé? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Et aux braves lanceurs de dés, les ludologues, vous comptez des histoires de jeux à succès. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Par ici, les constructeurs de decks, les ludologues, c'est l'histoire des jeux depuis l'âge des Aztèques. Oh! Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? À tous les barrés de jeux de plateau, les petits comme les gros, que vous aimiez les âmeries trash, les jeux solo ou les euros, les ludologues, c'est des histoires de jeux que vous entendrez plus de sitôt. Vous le saurez.